Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode un petit peu spécial aujourd'hui sur Token Talkers. On va discuter notamment de la tokenisation, du record du monde, de tokenisation, digitalisation, c'est deux mots qui veulent dire en fait la même chose. Le record du monde donc, a été effectué il y a quelques temps par Jean qui va tout nous expliquer. Et en fait, ce qui va être hyper intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de leçons à tirer de cette expérience. Euh, Surtout, tu vas nous en dire plus, mais l'envie de recommencer, l'envie de continuer. Mais voilà, en tout cas, ce record du monde qui a été établi, qui est un palace tout simplement, de 200 millions d'euros. Donc, un colosse. Ok. Donc, Jean, est-ce que tu veux du coup te présenter un petit peu aux auditeurs, nous dire un petit peu ce que tu fais, euh, qu'est-ce que tu apportes dans ce monde de la tokenisation qui te passionne, je sais, depuis quelques temps et comment ça s'est passé un petit peu rapidement. Après, évidemment, on va rentrer dans les détails. Ok, merci pour l'introduction et super content d'être là aujourd'hui avec toi. Donc l'objectif, effectivement, je vais vous présenter rapidement qui je suis. Donc moi, une histoire plutôt à base de blockchain à la base et surtout finance. Et à force, avec le temps, je me suis dit, pourquoi pas allier les deux. La finance, la tech et bien sûr l'alliage des deux, c'est la blockchain. Et avant ça, j'ai commencé à travailler dans le domaine de l'hôtellerie, où j'ai créé un premier groupe hôtelier, où j'ai trouvé effectivement qu'il y avait beaucoup de lacunes parce que c'est un monde qui est assez vieillissant. Et j'ai voulu apporter de la nouveauté, notamment pour pouvoir donner la possibilité à plein de gens, de clients, de différentes personnes de pouvoir éventuellement acheter des parts d'un palace. Et on a attaqué directement ce super produit qui est ce fameux palace à 200 millions en Suisse. Donc voilà, vraiment mon histoire, elle est faite de différents points qui se lient tous. C'est un mélange entre l'hôtellerie, la finance, la blockchain. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai attaqué la blockchain en commençant par les crypto-monnaies il y a 5-6 ans en arrière. Parce qu'à ce moment-là, c'était ce qui était le plus populaire, ce qui se faisait le plus. Et puis après, une fois que j'ai terminé cette partie-là, j'ai compris qu'il y avait d'autres possibilités à faire avec la blockchain, notamment la digitalisation d'actifs, tokenisation. Et c'est là qu'on a décidé de se lancer sur le plus gros projet, parce que c'était un projet qui était à la fois sentimental, mais aussi c'était une option de démarrer un gros produit d'entrée. Et on s'est lancé dans ce produit-là. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est marrant parce je trouvais qu'il y avait vraiment ouais, ce rassemblement de plusieurs choses que tu connais très très bien. Donc, tu as travaillé beaucoup dans l'hôtellerie, t'as un penchant, on va dire, un petit penchant pour tout ce qui est finance et tu avais beaucoup accroché, je me souviens, justement avec ces crypto-monnaies-là à la base. Et cette tokenisation, au final, c'est quelque chose qui est apparu il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que, enfin, en France, toi, quand tu as cherché un petit peu là-dessus, d'ailleurs, oui, c'est intéressant de savoir comment est-ce que toi, tu es tombé là-dessus. Est-ce que c'est en cherchant, on va dire, je sais pas, sur des forums, sur YouTube, est-ce que tu es tombé sur un article? Quelle est la première fois, est-ce que tu t'en souviens, ou est-ce que tu as entendu parler de tokenisation? Alors la première fois où j'ai entendu parler de tokenisation, c'est avec différentes sociétés qui font de la tokenisation, notamment aux États-Unis, où on a entendu parler de la possibilité à des gens d'acheter des parts d'immobilier, notamment à l'étranger, parce qu'en France, c'était pas encore super populaire. Ça commence gentiment à le devenir, mais c'était pas encore aussi populaire que ça. Et ma vision, c'était pas forcément de dire je vais tokeniser un palace et faire le record du monde. Ma vision, c'était il y a un palace qui est en difficulté financière. L'État, le gouvernement suisse, on y reviendra, mais était propriétaire à ce moment-là ou gestionnaire de ce bâtiment-là, voulait s'en débarrasser et voulait trouver un acheteur pour le faire. Sauf que c'était très difficile dans ces montants-là de trouver un acheteur. Et je me suis dit, si un acheteur à 200 millions c'est compliqué, pourquoi pas essayer d'en trouver plusieurs à 1 million, voire plus, pour pouvoir éventuellement acheter ce palace en groupe. Et c'est là que j'ai trouvé l'option de la tokenisation comme l'évidence à ce moment-là de tenter ça, de se dire voilà, c'est absolument ce qu'il faut faire parce que le gouvernement a besoin de trouver un acheteur. Nous, on connaît ce produit-là, on connaît ce projet. Il n'y a pas d'autres options actuellement et on se lance dans cette option-là. Ok, ok, super. Oui, parce que c'est vrai que
On pourrait commencer par des petites choses un petit peu à droite à gauche, et là, t'as attaqué fort avec un gros projet. Bon, c'est dans ta nature, hein, t'aimes bien faire des gros projets, et après, c'est très très bien aussi. Mais d'accord, ouais, intéressant, t'es tombé sur des entreprises, du coup, qui, elles, faisaient déjà un petit peu ce système-là, et on y reviendra peut-être un peu plus en détail après, mais euh, on a eu cette grosse euphorie des NFT qui parlaient de certificats, etc., mais qui au final sont plus appropriés pour, on va dire, du numérique, du digital, alors que là, la tokenisation, la façon dont c'est possible de faire ces choses-là, c'est vraiment fait pour des actifs donc réels, tangibles, dans la réalité, et on a vraiment un certificat de propriété, quoi, peu importe la part que l'on a, c'est ça. Exactement. Exactement. L'objectif, en fait, c'était vraiment de se dire, bon, il y a plusieurs façons de digitaliser, il y a plusieurs façons de tokeniser. Et à ce moment-là, c'était, bon, ok, on travaille avec le gouvernement suisse, donc déjà, on doit faire quelque chose qui est carré. On va tenter le record du monde, donc il faut faire quelque chose qui est carré. Et les cryptos, c'est une possibilité, les NFT, c'est une possibilité, mais après, il y a quelque chose que personne ne connaît encore à ce moment-là, c'était le security token. Le security token, qui est une vraie part digitalisée d'une société, et l'objectif, c'était vraiment de lever les fonds pour cette société-là, que cette société-là achète le palace, et que toutes les personnes qui ont investi dans cette société-là sont propriétaires de réelles parts de ce palace, donc leur sous-jacent sera le vrai produit. Il y a la possibilité de le faire en crypto-monnaie, mais ça n'allait pas rassurer les investisseurs. On avait besoin de lever beaucoup de fonds dans un délai aussi super court. Et donc, du coup, il fallait absolument prendre le temps de rassurer tout le monde. On aurait pu se jeter dans d'autres secteurs, mais voilà, l'objectif numéro un, c'était de sécuriser tout le monde. L'acheteur, le vendeur, enfin les acheteurs, le vendeur. Et aussi nous, en ayant un discours, quand on était en échange avec différents investisseurs, acheteurs, l'objectif c'était d'avoir le meilleur discours et le discours le plus sécuritaire pour tout le monde. Donc on a préféré directement partir sur du security token. Ça ne se faisait pas sur ce genre de taille d'actifs. D'ailleurs la tokenisation immobilière était limitée à, on va dire, dans ce qui se faisait le plus courant, à 1 million, 1,5 million. Effectivement, il y avait déjà eu un record du monde en Suisse avant, à peu près un an avant, dans le canton de Zurich, qui était à peu près 130 millions, 125, 139 millions. Pour un immeuble de rapport au centre sur la Bahnhofstrasse de Zurich, c'est un peu le Champs-Élysées en Suisse pour Zurich. C'est un immeuble avec plusieurs appartements et en bas un fonds de commerce. Et donc du coup, ils l'ont complètement tokenisé pour 139 millions, je crois, aux alentours de ça. Et bah, directement, nous, on a démarré avec un projet un petit peu plus gros, toujours en Suisse. Bon, après, ça va avec l'immobilier suisse qui est forcément super cher. La même chose en France, ça aurait peut-être été pas le même prix. Mais voilà, donc du coup, fallait faire ce produit-là. Il n'y en avait pas d'autres options. Et c'est comme ça qu'on a dit, bon, bah, comment centraliser beaucoup d'investisseurs en même temps, leur apporter de la valeur. Pour un bâtiment comme ça, il n'y avait pas d'autre option que la tokenisation. Et heureusement que cette technologie-là existait à ce moment-là. Ok, super. C'est vrai que pour toutes les personnes qui... moi, je le connais aussi, ce palace. Du coup, j'avais la chance de pouvoir le visiter. Si tu pouvais... du coup, pour les personnes qui ne l'ont pas vu, évidemment, on va mettre des images, mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qu'en audio. Mais si tu pouvais juste planter le décor de... Voilà, qu'est-ce que c'est que ce palace, donner un peu des caractéristiques, nous en parler un petit peu. Tu le connais comme ta poche. Pour que tout le monde puisse se faire une idée de à quoi ressemble ce fameux palace. Parce que quand on entend palace, évidemment, on pense tous à... Enfin, chacun a une idée d'un palace, on va dire, dans la tête. Si tu veux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça, comment il est ce palace? Alors, bah, magnifique. Déjà, tout le monde le sait, il est juste incroyable. Alors, peut-être avant de dire comment il est, peut-être je peux dire pourquoi j'ai décidé de faire ce palace, mais vraiment en profondeur. Donc, en fait... ce palace avait été racheté par un promoteur en 2008 et le promoteur qui à ce moment-là avait besoin d'apporter une vision hôtelière, on a travaillé avec lui et j'ai travaillé avec lui pour développer la partie hôtelière au sein de ce palace. Donc pourquoi j'ai décidé de faire ce palace? Tout simplement parce que ma vision hôtelière était à l'intérieur de ce palace, je l'avais développé pendant des années, donc aussi bien pendant la partie travaux, donc c'est un palace qui a duré plus d'une dizaine d'années de travaux, plus d'une dizaine d'années de rénovation avec des millions et des millions qui ont été investis dedans. Et le palace a clairement changé vraiment de configuration. Il a été élargi
agrandi, le toit a été refait. C'était une école hôtelière, ça a été transformé en vrai palace. Et bon, du coup, maintenant, il est somptueux, il est magnifique. Et ma vision, c'était vraiment de trouver une solution avec le gouvernement suisse, avec qui j'étais en relation étroite dans ce projet-là. À partir du moment où le promoteur est sorti du projet, j'étais là, je devais m'occuper de trouver une solution vitale pour ce bâtiment. Et c'est pour ça que j'ai attaqué celui-là. Alors effectivement, qui est ce palace? Donc déjà, c'est le Pèlerin Palace en Suisse. C'est vrai qu'on n'avait peut-être pas encore donné le nom. Donc c'est le Pèlerin Palace en Suisse, qui est un palace dans les hauteurs de Vevey. Donc Vevey, c'est situé entre Lausanne et Montreux, pour ceux qui connaissent. Donc c'est dans le canton de Vaud, c'est de la partie française. Depuis ce palace, vous avez vu sur Thonon et Évian, juste de l'autre côté du lac. Et il est dans les hauteurs à peu près à 900 mètres d'altitude, 800-900 mètres d'altitude, dans les hauteurs de Vevey. La ville s'appelle le Mont-Pèlerin, c'est plutôt un village. Et dans ce village du Mont-Pèlerin est planté le Pèlerin Palace notamment. Donc ce Pèlerin Palace est un produit juste incroyable. Il fait à peu près 15 000 mètres carrés sur 2 bâtiments. Donc c'est un bâtiment central avec un bâtiment pour le personnel juste à côté. Et il est composé de 24 appartements. Donc 21 plus 3, dont les 3 qui ont été rassemblés pour faire un penthouse, le plus grand de Suisse, 1800 mètres carrés, une valeur environ de 85 millions, qui est le plus grand et le plus cher appartement penthouse de Suisse. C'est un des top 3 au monde, vraiment un truc juste incroyable. Donc le Pèlerin Palace est donc composé de différents niveaux d'appartements. L'objectif de ces appartements, c'est d'avoir ce qu'il faut à l'intérieur de cet appartement pour que les propriétaires ou les locataires ou les personnes résidentes dans ces appartements aient le nécessaire. Donc pour vivre, il y a vraiment tout. Il y a des cuisines, des chambres, c'est high-tech de A à Z. Tout est haut de gamme, le moindre détail a été retransmis dans ce bâtiment, que ce soit le marbre, le parquet, les peintures, le système sonore qui est dans les murs, caché dans les plafonds, avec des systèmes de télévision cachés dans les murs. Quand tu allumes ta télévision, tu as quelque chose qui s'ouvre et la télé elle sort. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Toutes les cuisines ont été faites avec goût. C'est le top du top. La vision du promoteur à l'époque, c'était de faire le plus gros bâtiment au monde, ou en tout cas le meilleur en Suisse dans ce secteur d'activité-là, de résidence hôtelière. Et il l'a réussi. Il a réussi. On parle vraiment d'un bâtiment qui une fois terminé, avait une valeur à peu près de 35 000 francs le mètre carré. Donc 35 000 francs, c'est à peu près 35 000 euros le mètre carré. Donc pour te dire que c'est vraiment assez incroyable. Donc il y a 21 appartements qui sont vraiment complètement faits d'une certaine manière. Puis après, il y a le penthouse, le fameux qu'on parlait juste avant, qui prend les 3 derniers niveaux et qui est assez incroyable. Et au-delà de ça, comme c'est une résidence hôtelière, un hôtel également, donc le Pèlerin Palace, il y a toutes des zones on va dire hôtelières où les gens peuvent échanger. Donc quand tu rentres dans le palace, tu arrives, tu as un énorme lobby. Dans ce lobby-là, tu as un bar, tu as tout un espace où les gens peuvent vraiment se rencontrer, discuter. L'avantage, c'est que tu es dans un bâtiment fait de plein d'appartements très très excessifs au niveau du prix. C'est incroyable et forcément, c'est pas pour tout le monde. Et le fait que ça soit pas pour tout le monde, tu peux faire un réseau qui est assez incroyable parce que tu croises des voisins, des locataires temporaires, des résidents temporaires qui viennent et qui ont aussi à peu près le même niveau d'envie, de richesse et de moyens. Et donc du coup, dans ce lobby, ils peuvent tous se rencontrer. Puis à côté du lobby, tu as aussi un bar où tu peux te faire servir par des majordomes à boire en permanence. Enfin voilà, des boissons, des champagnes, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc voilà un petit peu pour présenter l'entrée du bâtiment. Il y a encore d'autres zones qui sont aussi super intéressantes. On a toutes les parties communes avec un spa, mais c'est pas tout. Il y a une cave à vin, il y a un salon pour le cigare qui est ce qu'on appelle le Davidoff Lunch, qui est un endroit vraiment où les gens peuvent aller déguster le cigare avec justement un partenaire qui s'appelle Davidoff. Il y a un business center, il y a au-delà du spa, il y a aussi une salle de sport, une salle de massage. Tout est équipé par Givenchy et Technogym. Et puis il y a peut-être un des must, une salle de cinéma pour 16 personnes. Et puis il y a encore toute la partie bac pour le personnel avec notamment une cuisine, enfin voilà, pour pouvoir faire la restauration pour tout le monde. Ouais, donc c'est vraiment, on parle d'un des meilleurs bâtiments, c'est un 5 étoiles, hein, c'est ça, hein, 5 étoiles supérieures, donc
Est-ce que tu sais combien est-ce qu'il y a de 5 étoiles supérieures dans le monde? Est-ce que c'est un chiffre que tu as ou pas? Non, pas en Pas- fait. pas- pas- Non. Ok. En tout cas, 5 étoiles. 5 étoiles supérieures, c'est le plus haut de l'hôtellerie. Alors évidemment, il y en a un à Dubaï, comme on disait, là, qui est à 7 étoiles, mais qu'au final, si on regarde vraiment pour les vrais connaisseurs de l'hôtellerie, ce que tu me disais, c'est un 5 étoiles supérieur qui a trouvé des arrangements pour que ça soit un 7 étoiles, mais au final, qui a pas beaucoup plus et qui justifie pas une étoile et demie, entre guillemets, en plus. Mais dans tous les cas, le 5 étoiles supérieur, tu peux en citer des 5 étoiles supérieures, peut-être pour les gens qui nous écoutent, je sais pas, sur Paris, sur Cannes, pour que les gens s'imaginent le type de niveau que c'est, entre guillemets. D'exigence hôtelière à l'intérieur de bâtiments. Effectivement, alors au-delà d'appeler des noms d'hôtels, on peut aussi citer des groupes, Four Seasons, Kempinski, Mandarin Oriental, qui sont peut-être le top du top au niveau de la résidence hôtelière. Donc, et après, dans les plus connus, notamment à Paris, vous avez le Georges V, le Peninsula, qui sont les deux top 5 étoiles de Paris. Puis en Suisse, pareil, il y a aussi le Four Seasons de Genève, Genève-Berg, il y a Fermont aussi, il y a le Président Wilson, qui sont des hôtels assez incroyables en Suisse. Puis il y en a un petit peu partout aussi en Suisse, du 5 étoiles, on en trouve dans les stations, on en trouve bien sûr en ville. Le 5 étoiles supérieur, c'est vraiment du très très haut de gamme. Et c'est pas fait pour tout le monde, parce que c'est vrai que c'est une atmosphère qui est parfois ultra luxueuse et certaines personnes peuvent se sentir mal à l'aise. Par contre, l'avantage d'une résidence hôtelière, c'est que c'est de l'ultra luxe, c'est sûr, mais tu te sens comme à la maison parce que c'est pas des hôtels. Enfin, c'est un hôtel, mais c'est pas réellement des chambres de 30-40 mètres carrés, c'est directement des appartements dont le plus petit, on l'a pas précisé, le plus petit appartement faisait 200 mètres carrés, donc ça laisse quand même de l'espace pour vivre tranquillement. Oui, ça laisse quand même de la place. On est d'accord, ouais. Ok. Ok, super. Ouais, donc on a, en tout cas, voilà, pour les personnes qui avaient peut-être pas trop en vue ce que c'était ce fameux Pèlerin Palace. Là, je pense que vous avez, vous avez une bonne vision. C'est les résidences les plus luxueuses, comme à Monaco, si on en a plein. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller dans un de ces hôtels, même, ce qui est intéressant, c'est que même si on peut peut-être pas s'offrir, en tout cas, l'opportunité d'aller y dormir, ils sont quand même ouverts toute la journée. On peut aller boire un café, on peut aller manger, et on peut s'entendre dans une atmosphère qui est assez sympathique. En tout cas, moi, j'aime bien m'y retrouver. Je trouve que c'est sympa. Ça n'enlève en rien le fait que on peut se retrouver dans la nature avec zéro matériel, et c'est très sympa aussi. Mais je trouve que, en tout cas, dans les hôtels de cette dimension-là, on s'y sent bien. Ouais, et puis je trouve qu'il n'y a pas trop de, je trouve qu'il n'y a pas cette ambiance où des fois on peut avoir des préjugés où les gens sont un peu hautains, etc. Je trouve que les gens ont vraiment les pieds sur terre, en tout cas, des rencontres que j'ai faites. Je me suis toujours senti très très bien, avec un personnel qui est juste exceptionnel aussi. Ça, par contre, il y a personne qui a des mots déplacés ou des gestes déplacés. Tout est vraiment clean. C'est bien trié, c'est bien organisé. Donc ouais, intéressant. Ok. Et peut-être une dernière chose pour le Pèlerin Palace, c'est sa vue qui est juste incroyable. C'est la meilleure vue de Suisse, on ne le cite pas encore assez parce que le bâtiment en lui seul c'est une vraie carte postale, mais la vue est juste incroyable. On peut voir de Genève jusqu'à Villeneuve la totalité du lac, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est super incroyable. On voit toutes les montagnes, on voit le Valais, on voit le canton de Vaud, on voit différents pics. Il y a les Alpes françaises, on a vu sur une grosse partie justement de la côte française, on va dire, du lac Léman ou du lac de Genève, comme des fois on peut l'appeler. Et il est vraiment posé comme ça, comme un champignon sur sa racine, c'est juste incroyable. Il est à flanc de colline et il a une vue juste panoramique, ce qui fait que l'été, tu peux avoir déjà du soleil dès 5h, 5h30 le matin, jusqu'à 21h, 22h, 23h avec des couchers de soleil juste immenses. Tu as une vue, je sais pas quel kilomètre tu vois, mais tu dois voir facilement pas loin de 200 km autour de toi. Et c'est un bâtiment. Oui, parce qu'on voit l'entièreté du lac Léman, et ce lac Léman, le tour il fait 180 km. C'est ça. Et on voit l'entièreté quand c'est bien dégagé, on va jusqu'à Genève. Exactement. Donc ouais, on a au moins du coup ça fait 90, 90, etc. Ouais, c'est ouais.
Ouais, il y a une sacrée vue, une quoi. très très jolie vue, puis après on voit bien sûr plus loin. Enfin, Ouais. quand il neige, tu as la vue sur les montagnes enneigées. Quand il fait beau et que c'est l'été, bah, tu as tout qui est vert autour de toi. Le palace est vraiment posé sur un terrain qui fait 32 000 mètres carrés, donc autant te dire que tu as aussi de la place, avec une piscine intérieure, on a parlé aussi, mais il y a aussi une piscine extérieure où l'été les gens peuvent se balader dans le jardin, mais aussi aller à la piscine extérieure. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut vraiment pour bien faire. Je pense que ce bâtiment il est aussi super bien placé parce qu'il est à 1 heure de Genève, il est à 30 minutes de Lausanne et peut-être même un peu moins de Genève, peut-être 50 minutes, ça dépend un petit peu comment ça roule. Mais aussi, il est pas loin des stations de ski. Donc en 45 minutes, tu as Verbier, qui est quand même une top station de ski, Takstad qui est à peu près à 1 heure. Donc voilà, mais tu es aussi à la fois un petit peu reculé parce que tu es dans la campagne. Et le fait d'être reculé, bah, tu profites quand même de ce calme, de cet apaisement de ce bâtiment. Et puis bah, si jamais tu veux avoir un petit peu de ville, bah, tu prends la voiture ou le funiculaire, tu descends en bas à Vevey, à Montreux, à Lausanne et tu peux profiter de beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le juste milieu avec un héliport pas très loin aussi pour se poser en hélicoptère si besoin. Donc il y a tout ce qu'il faut vraiment pour bien faire dans ce bâtiment, il manque rien du tout. Ok. Donc là, c'est vraiment le type de choses qui est le type d'actif, parce que c'est évidemment un actif, c'est un bien qui est exploité du coup de façon permanente ou temporelle, mais en tout cas il y a une exploitation et c'est un bien qui crée de la rentabilité, donc c'est vraiment un actif. Et dans le cadre de la tokenisation, on est en train d'y glisser gentiment. C'est intéressant justement de tokeniser un actif en tant qu'investisseur, parce qu'on va investir sur quelque chose dans un bien dans lequel on va avoir des rentrées d'argent, et en plus de ça, c'est un bien qui prend de la valeur parmi les facteurs en fait qui ne changent pas, hein, les facteurs tangibles qu'on connaît de l'immobilier. Dans ce cas-là, eh ben, on va avoir aussi une plus-value sur la revente. On va gentiment aller dans justement la technologie, cette tokenisation. Aujourd'hui, quel a été le plan que tu as mis en place pour tokeniser, digitaliser du coup ces 200 millions? Ça peut être comment est-ce qu'il a été évalué, comment est-ce que ça a été divisé, en combien de parts, etc. Quelle était un petit peu l'idée en termes d'investisseurs, à combien d'investisseurs est-ce que tu t'attendais? Ok. Et ben en fait, effectivement, alors l'idée, et c'est juste ce que tu as dit, c'est investir dans un palace. Par la tokenisation, c'est investir dans l'immobilier. Au-delà d'investir dans l'immobilier, il y a d'autres avantages. Effectivement, la plus-value immobilière. Mais en hôtellerie, tu n'es pas dépendant d'un seul actif. Si demain, j'investis dans une maison et que cette maison est mise en location, bah, je suis dépendant seulement d'une seule source de revenus, c'est-à-dire cette maison. Si j'ai un dégât des eaux, si mon locataire ne paye pas ou X problème, bah, en fait, ma source de revenus elle est totalement perdue. Dans le cadre du Pèlerin Palace, il y a 24 appartements plus les 12 appartements à côté. Donc je suis dépendant d'autant de sources de revenus que j'ai d'appartements. Donc s'il y a un appartement qui n'est pas loué, dans tous les cas, les autres sont loués. Donc ça, c'est super important. Et l'hôtellerie, donc il y a l'avantage de ça, c'est du fait que tu sois quasiment complet. On va dire en général, c'est entre 60 et 90% le taux de remplissage d'un hôtel qui fonctionne bien. Si jamais tu as encore cette partie-là, mais tu peux encore calculer les services. Dans l'hôtellerie, qu'est-ce que tu vends en plus? Bah, tu vends un service. Et ce service-là, il est payant. Donc, on parlait juste avant d'un spa. Bah, effectivement, tu peux aller facturer un massage en plus. Tu peux aller chercher un client à l'aéroport. Tu peux vendre des boissons dans le lobby. Tu peux vendre un cigare. Tu peux réserver le business center pour toi sur lequel tu le payes. Et donc, ça fait encore des sources de revenus supplémentaires. Donc, l'avantage de ce bâtiment-là, et vraiment, c'était l'avantage numéro 1 pour les investisseurs, c'est qu'il n'avait pas de limite. Il pouvait, c'était pas juste une seule source de revenus, c'était 3 sources de revenus possibles avec la plus-value immobilière. Et donc, c'était très, très intéressant. Et c'était vraiment, vraiment ça qui était l'objectif numéro 1 pour tout le monde. Et comment on a commencé ce démarrage? Alors, dans un premier temps, il y avait la barrière technologique. À ce moment-là, forcément, ce n'était pas aussi développé. On a démarré ça il y a maintenant 2 ans. J'ai commencé à y réfléchir en 2020, 2021. Donc, c'était le tout début de la tokenisation. Et à l'époque, la tokenisation se faisait vraiment sur de la crypto-monnaie avec des royalties. Et l'objectif, c'était vraiment de faire en security token. Donc, des séances d'avocats. Le bâtiment était en Suisse.
Donc essayer de trouver différents prestataires techniques en Suisse, mais aussi des avocats qui nous donnent le schéma à suivre en termes juridiques et légal. Et puis après, la possibilité éventuellement de le faire en France via un SPV, on y reviendra, mais voilà, via la création d'un SPV qui achètera le bâtiment. Donc on a vraiment, enfin personnellement, j'ai enchaîné les calls avec les avocats en France, en Suisse, mais aussi à l'étranger pour essayer de trouver le meilleur montage possible. Alors autant te dire que peut-être sur une quinzaine d'avocats, il y en a 14 qui m'ont dit que ce n'était pas possible. Donc voilà, autant te dire que c'est ultra compliqué. Ou sinon, ça allait, en gros, il fallait que je sorte 200 millions de ma poche, que je l'achète et après je le digitalise. Bien sûr, le gouvernement, ce n'est pas leur rôle de digitaliser un actif qu'il possède. Donc en fait, l'idée, c'était de faire une levée de fonds, un STO, donc Security Token Offering. L'objectif, c'était vraiment de faire une levée de fonds, de pouvoir bloquer les fonds dans un compte séquestre, bien sûr, parce que nous, on n'a pas l'autorisation de stocker l'argent, et de faire venir un maximum d'investisseurs. Donc c'était vraiment un projet, une roadmap qui a été assez longue, parce qu'on a commencé en 2020. On a eu les premiers échanges avec le gouvernement, je pense en 2021, quelque chose comme ça, août-septembre 2021. Et puis après, le temps qu'on travaille le process, on a pu officiellement démarrer la levée. C'était en juillet-août 2022. Donc ça nous a fait presque un an de réflexion, puis après un an de process, d'études, de travailler avec les différents avocats pour savoir quelle était la meilleure option. Et bon, on a vraiment été très vite limité avec les avocats parce que voilà, pour beaucoup de gens, c'était juste pas possible de digitaliser un palace, pas aussi gros. Enfin voilà, il y avait trop de limites pour eux. Et du coup, on a pu trouver un prestataire parce que nous, on n'avait pas la technologie de digitalisation du registre des mouvements de titres, on n'avait pas la possibilité de tokeniser l'actif. Donc du coup, on a cherché différents prestataires, pareil en France, en Suisse. Il y en a qui nous prenaient des fortunes, il y en a c'était un peu plus abordable. Et il y en a qui prenaient seulement un pourcentage de ce qu'on voulait lever, mais à payer avant. Donc si c'était par exemple 10%, parce qu'en général, les gens qui faisaient de la tokenisation, ils ont l'habitude de faire de la tokenisation sur des produits à 1 million. Donc si tu prends 10%, tu dois sortir 100 000 euros de ta poche. Bon, ok, ça peut éventuellement le faire. Mais quand c'est un palace à 200 millions et que tu dois sortir 20 millions de ta poche, le rapport, c'est pas le même. C'est directement plus difficile. Donc il y avait aussi cette barrière. Ça a coûté une fortune à la société de digitaliser cet actif. Mais il fallait quand même qu'on se limite et pas qu'on sorte une vingtaine de millions. Donc on a travaillé avec différents acteurs en France, en Suisse. On a essayé d'en chercher aux États-Unis et même dans d'autres pays. Et puis on a trouvé un acteur en France qui nous a permis de faire ce business model avec qui on a échangé pendant 6 mois, une fois qu'ils ont compris ce que nous voulions faire. Et une fois qu'ils ont compris ce que nous voulions faire, on a travaillé pour justement que notre système soit légal par rapport à l'AMF, et par rapport à toute la réglementation possible en France et en Suisse. Donc du coup, on a créé une structure en France qui, elle, était donc ce fameux SPV, qui est une société, une vraie société enregistrée au registre du commerce et des sociétés à Paris. Et cette société-là avait un compte bancaire à la BNP Paribas, où les gens qui déposaient des fonds déposaient directement les fonds sur le compte de la BNP Paribas, qui était un compte séquestre. Et puis après, une fois que l'argent était bloqué sur ce compte séquestre, et que la totalité de la levée était réussie, l'argent partait directement du compte de la BNP Paribas au gouvernement suisse. Bien sûr, nous, en tant qu'intermédiaires, on n'avait pas l'accès aux fonds, c'était totalement interdit, ni même d'autres prestataires, personne ne pouvait accéder aux fonds. Et voilà un petit peu le process, c'était quelque chose d'assez long. Barrières technologiques, souvent barrières légales, aussi limite parce que pas d'équivalent qui s'est fait, limite budgétaire aussi, parce que si j'étais une banque et que j'étais propriétaire d'un palace à 200 millions, je l'aurais peut-être fait différemment, mais là mon objectif c'était de trouver les fonds pour pouvoir l'acheter. Donc voilà, c'était un petit peu ça le process. Okay. Ouais, donc oui, j'imagine que ça a été une aventure, on va dire, pas périlleuse, mais ouais, compliquée, challengeante, et c'est souvent comme ça quand il y a des nouvelles technologies. Quand il y a des nouveaux mouvements, des nouvelles choses qui sortent, il faut jouer un petit peu des coudes et pas forcément s'arrêter à un non, c'est pas possible. Ah bon, d'accord, tu disais, tu as vu une dizaine d'avocats, enfin voilà, c'est juste de la folie, mais pour en trouver un qui te dise, ok, oui, en fait, je pense que c'est possible, c'est juste parce que peut-être qu'il a la bonne information, parce que lui, dans sa vie, il est aussi intéressé par ça, etc. Ou parce qu'il a voulu se spécialiser un petit peu dans ces nouvelles technologies. Et c'est vrai que c'est un vrai challenge, je trouve, pour tous les acteurs du Web3, de la blockchain, de toutes ces nouvelles technologies qui sont en train d'arriver. C'est que
il y a encore plein de vides juridiques. Il y en a encore plein et au final, il y a plein de choses où on est là, bon, ok, c'est bien, c'est bon, on peut y aller. Et quand on y va, ah mais non, en fait, non, ah mais en fait, si. Et tu parlais de l'AMF et je pense qu'eux, ils ont pas mal de travail comme toutes les autorités financières dans tous les pays avec ces nouvelles technologies parce que finalement, bah, Ça qu'est-ce va un qu'on peu trop autorise, qu'est-ce qu'on vite. n'autorise pas et sachant que leur décision, enfin une décision, une acceptation, oui ou non d'une technologie ou d'un système euh, financier, ça peut avoir des répercussions énormes. Ça peut soit éviter justement, et c'est leur mission première, protéger les consommateurs, les investisseurs, ça c'est leur mission première, et le grand public. Euh, mais ça peut du coup des fois, je pense, bah, même brider un petit peu cette nouvelle technologie qu'on veut mettre en place, notamment la tokenisation. Et je trouve que c'est encourageant parce que beaucoup de pays, notamment c'est marrant parce que beaucoup de pays émergents, je pense à Dubaï, je pense à des pays un petit peu même euh, pas forcément les plus favorisés, en environnement développé, etc. Et bah du coup ils sont un peu moins, on va dire, structurés par des règles hyper strictes, etc. Ils ouvrent un petit peu plus la porte et ça se passe pas forcément plus mal en fait. Bah oui, peut-être qu'il y a deux trois cas où ah oui bon, on aurait peut-être dû faire ça, on aurait dû faire ci, mais on peut prendre l'exemple voilà d'Amérique latine où je sais que aussi la tokenisation immobilière c'est quelque chose qui est en train de se développer énormément. Il y a beaucoup de personnes issues d'Amérique latine qui vivent aux États-Unis et du coup ils savent qu'aux États-Unis ben, ça coûte cher. Ils aimeraient bien pouvoir aider les personnes qui sont en Amérique latine à investir. Du coup, la tokenisation, c'est une vraie force parce qu'aujourd'hui, je sais pas, une maison qui vaut 200 000 dollars, évidemment que si on travaille en Colombie et qu'on gagne l'équivalent de 3 à 500 euros par mois, c'est compliqué. Bon, peut-être qu'on n'a pas des gros fonds, mais si on a peut-être, je sais pas, 1000, 2000 dollars à investir dans un projet, mais que c'est un projet aux États-Unis, que c'est un peu plus carré, il y a plus de rentabilité, c'est ce que je trouve beau là-dedans, c'est que ça ouvre la porte à tout le monde en fait. Et c'est ça la beauté, je trouve, du Web3, c'est la mondialisation de la technologie, et au final, on n'est plus enfermé dans une identité ou une origine, etc. C'est un wallet, entre guillemets. Voilà, tu es un wallet, on s'en fiche de où tu es. Tu peux participer à partir du moment où tu as un wallet, où tu as de l'argent dessus, et point barre. Je sais pas quelle est ta vision, toi, par rapport à ça. Est-ce que c'est la même vision que tu as par rapport à la tokenisation euh, ouais. Il y a plein de choses, il y a effectivement plein de choses à voir par rapport à ça. Mais par rapport à la tokenisation, l'avantage, c'est effectivement de pouvoir ouvrir l'investissement à tous. La tokenisation, enfin l'investissement à la base, c'est pas fait pour tout le monde parce que pour investir, pour entrer dans les parts d'une start-up, d'une entreprise, c'est des centaines de milliers de francs. Si éventuellement ça peut être moins cher, mais il faut que tu passes par un broker et que tu passes par une société qui est introduite déjà en bourse, qui a fait son IPO et qui peut vendre ses parts de manière un peu digitale comme la tokenisation, mais c'est juste beaucoup plus cher pour la personne qui va digitaliser sa propre société. Mais voilà, ça c'est vraiment les seules options pour les investisseurs de mettre un petit peu d'argent, c'est éventuellement la bourse. Mais beaucoup de gens ont peur de la bourse et surtout qu'il y a énormément de volatilité en bourse. Et beaucoup d'investisseurs ne souhaitent pas arriver en bourse parce qu'il y a trop de spéculation, il y a beaucoup de bulles. Tu as pas longtemps Tesla, qui est une société qui est formidable, qui valait peut-être 10 ou 15 fois sa valeur réelle, alors que d'autres sociétés dans le même style, tu prends Ford, BMW, Audi, toutes ces grosses sociétés, valaient beaucoup moins cher alors qu'elles vendaient beaucoup plus de véhicules, qu'elles sont plus anciennes, etc. etc. Mais non, Tesla, c'était dans une bulle. Et bah, les personnes qui ne connaissent pas vraiment, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils disent ah, mais Tesla, c'est juste incroyable, porté par un fondateur que beaucoup de gens admirent, d'autres détestent, mais voilà, qui fait énormément de choses tous les jours. Et du coup, bah, ça faisait participer à la bulle spéculative. Donc le particulier arrivait à acheter des parts, et puis après, bah, le jour où ça s'écroule, c'est difficile pour eux. Et la tokenisation, c'est un petit peu différent parce que quand tu achètes, tu as vraiment l'actif tangible derrière. Donc c'est pas forcément qu'une société. L'avantage de la tokenisation, on a parlé d'immobilier, mais on peut parler d'œuvres d'art, on peut parler, je sais pas, de clubs de sport, on peut parler d'œuvres numériques, on peut parler de vraiment différentes choses. Voilà,
pense pas assez, mais il y a aussi la propriété intellectuelle que tu peux digitaliser. Enfin, il y a plein de choses que tu peux vraiment digitaliser à l'heure actuelle. 99% des choses peuvent être digitalisées. Tout ce qu'on voit, ça peut être digitalisé. Alors, il faut qu'il y ait un avantage de les digitaliser, parce que digitaliser ce micro-là, c'est super, mais en fait, ça va te servir à quoi? Donc, tu peux tout digitaliser à partir du moment où il y a quand même un peu soit de renta ou soit des avantages pour les investisseurs qui vont acheter tes parts. Après, tu peux juste digitaliser ta maison pour toi-même pour que ça soit plus facile de revendre le fait de le revendre en part ou pour la succession. Enfin, il y a vraiment pas mal de choses et la tokenisation, si vraiment on prend le temps d'y réfléchir, c'est l'avenir de la finance, ça c'est sûr. Mais au-delà d'être l'avenir de la finance, c'est surtout l'avenir de l'investissement. C'est aussi l'avenir pour les particuliers qui au jour d'aujourd'hui disent moi j'ai 100 euros, je ne sais pas dans quoi les mettre. Ou moi j'ai, parce que maintenant il y a de la tokenisation, on n'en a pas parlé, mais les parts, c'est une question que tu m'as posée, mais les parts justement du Palace, combien les gens pouvaient investir. Bon, normalement, sur une tokenisation normale, c'est à partir de 100 euros. Donc les gens peuvent investir, prendre une part de ce Palace par exemple pour 100 euros, multiplier par 100 millions de parts pour avoir un chiffre total de 200 millions. Donc voilà, c'était un petit peu, enfin c'était 1 million de parts pardon, à 100 euros. Donc voilà, c'était un petit peu toutes ces choses-là qu'il faut vraiment enregistrer, comprendre. Et maintenant, grâce à cette technologie-là, la technologie de la blockchain et la façon dont on peut travailler sur la blockchain grâce à la tokenisation et au-delà de la simple crypto-monnaie, ça donne la possibilité à des gens d'investir dès peut-être 5 euros, 10 euros dans le futur et de dire, voilà, peut-être au lieu de m'acheter une paire de baskets à 200 euros, je m'en achète une à 150 ou même à 100 ou même à 50 et la différence, je le mets dans quelque chose qui m'apporte de l'argent. Donc oui, c'est sûr que quand on investit 50 euros et qu'on a une plus-value de 5% en fin d'année, on se dit ouais ok, j'aurais mieux fait de claquer cet argent, mais en fait c'est vraiment ce qu'il faut regarder, c'est vraiment le long terme, cet effet boule de neige où tu vas investir, le capital que tu vas récupérer va revenir sur ton wallet, tu le réinvestis dans d'autres projets et puis en fait voilà, ça fait que grandir et puis voilà, les intérêts composés, enfin c'est un ensemble de choses qui fait que c'est très intéressant pour les investisseurs. Et effectivement, on parlait juste au début de la réglementation qui grandit au fur et à mesure où les projets se développent. Pour eux, c'est très compliqué parce que la technologie va super vite. Les créateurs, les développeurs, ils ont 1000 idées à la seconde. Tu sais ce que c'est, tu en es un, tu es entrepreneur, tu as vraiment des choses qui sont incroyables, des projets incroyables. Et tu as 1000 idées à la seconde. Au-delà que tu es aussi hyper actif, mais tu as 1000 idées à la seconde. Donc en fait, l'AMF, ce sont une société qui est très corporate. Ce sont des gens de bureau qui font un travail formidable, mais qui ne vont pas aussi vite que tous les créateurs de sociétés et en plus ils sont moins nombreux. Donc ils peuvent juste pas suivre tout ça. Donc ils essayent de suivre, effectivement de protéger les investisseurs comme tu l'as dit, monsieur, madame, tout le monde, c'est vraiment leur rôle numéro 1. Tu as moins de réglementation quand tu travailles avec l'AMF. Si tu travailles avec des investisseurs institutionnels, des investisseurs professionnels avec des tickets à partir de 100 000 euros, c'est complètement différent. Tu as un petit peu moins de fermeture. Pareil, au niveau du SPV, ça dépend s'il est privé, il est public. C'est aussi des réglementations qui sont différentes. Mais voilà, c'est très important. Et je pense qu'en France, l'AMF qui fait un travail super gros, ils ne sont encore pas assez ouverts à laisser prendre des risques. Tu l'as dit toi-même, dans des pays en phase de développement, ils disent on tente, on verra bien ce que ça donne et on se rattrapera. Et je pense qu'un des problèmes en France, mais c'est dans la globalité, c'est qu'en France, tout ce qui n'est pas autorisé est complètement interdit dans la vision des gens. Par contre, dans d'autres pays, si ce n'est pas interdit, c'est autorisé. Et en fait, c'est vraiment là où il y a une différence, c'est qu'en France, ok, on t'a pas donné l'autorisation de le faire, donc tu le fais pas. Et sauf que si tu veux casser les barrières, sortir des codes, si tu veux faire sortir un peu les gens de leur zone de confort, tu es obligé d'aller, pas forcément dans ce qui est interdit, mais peut-être d'aller dans quelque chose qui n'a peut-être pas encore été autorisé, mais qui sera autorisé d'être utilisé dans le futur. Ouais, c'est un peu comme cette phrase, je préfère demander pardon que demander la permission. Ouais, c'est un petit peu ça. C'est ouais. je fais, et ah bon, ok, désolé, je savais pas, mais en tout cas, en fait, avec toujours cette idée d'avancer, quoi, de dire j'y vais. Et ouais, c'est vrai que c'est un peu ça ce paradoxe de dire, ok, je sais pas si c'est autorisé ou pas, en tout cas, c'est pas forcément très clair, en tout cas là pour la technologie, c'est vrai que c'est assez ambigu, on sait pas trop. Donc je fais. Dans tous les cas, je le fais avec une bonne intention et je fais, ce que je fais, c'est du travail sérieux, c'est réglementé, je suis capable d'apporter toutes les preuves. Et au final,
c'est ces personnes-là. Enfin, je veux dire, la première personne qui a créé un avion, bah, il a créé un avion et après ils se sont dit bon bah ok maintenant comment est-ce qu'on va réglementer le ciel aérien? Exactement. Il a pas dit bon ok on va déjà faire toute la réglementation et après on va créer les avions. Non, on crée les avions et après ok bah maintenant il y a 1000 avions qui tournent. Bon, il y a peut-être un ou deux accidents. Qu'est-ce Comment qu'on est-ce fait? qu'on fait? Ouais, bon, on va peut-être mettre des gars en bas qui nous attendent et qui font. Il y a peut-être des horaires, etc. Et par 100%. rapport à la nouvelle technologie, je le vois un petit peu comme ça, ou dans le sens où à partir du moment où tu fais quelque chose qui a une bonne intention, tu as envie d'avancer, et là il y a plein de technologies, donc ça part dans tous les sens évidemment, mais voilà, tu réponds présent. En plus, voilà, je sais que toi tu as tes sociétés en France, tu es en contact avec les MF parce que voilà, tu as à cœur de vraiment de faire les choses bien, etc. Donc tu aurais pu très bien voilà, ouvrir une entreprise à Dubaï ou à l'étranger et te dire, bah voilà, moi je fais avec eux, et voilà, non, je sais que tu as à cœur dans cette idée-là de faire avancer les choses, mais aussi euh, au niveau national, en tout cas, faire avancer les choses. Exactement. Faire développer l'écosystème aussi, toutes ces choses-là. Je rebondis sur quelque chose. On a parlé d'IPO, du coup, c'est levée de fonds, donc, enfin, oui, c'est levée de fonds pour des entreprises. Et je trouve ça intéressant, cette petite particularité justement de la tokenisation, c'est qu'aujourd'hui, oui, on peut dire je veux investir 100 euros dans Tesla, c'est assez facile, je vais sur Internet, j'ouvre un PEA, j'investis en bourse, etc. Mais en fait, au niveau macro, c'est-à-dire que les entreprises qui sont cotées en bourse, quel pourcentage ça représente de toutes les entreprises qui existent au monde? C'est très C'est peu, infime. Ouais, c'est infime. c'est même pas 1%. Voilà, donc aujourd'hui, imaginons que moi, je sais pas, ils vont pouvoir posséder une partie de cette montre, on la tokenise et après ils vont pouvoir investir dedans. Je peux le faire en fait, je peux le faire. 100%. 100%. Et c'est là où je vois la force de la tokenisation, c'est qu'en final, on peut vraiment tout tokeniser. Comme tu disais, oui, bon, tokeniser le micro, je sais pas si c'est C'est faisable. c'est faisable. Technologiquement, c'est possible. Technologiquement, il y a aucun problème. Mais c'est pas forcément, voilà, c'est plutôt la vision, c'est plutôt tokenisons des actifs ou en tout cas des choses qui vont euh, prendre de la valeur. En tout cas, pour qu'il y ait à la fois euh, une notion de croissance et une notion aussi de rendement, que ça soit instantané ou à moyen long terme. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'objectif de tokeniser, c'est de pouvoir diviser des parts. D'accord? Ces parts qui vont être disponibles à monsieur, à madame, tout le monde, mais aussi à des investisseurs professionnels. Si tu tokenises quelque chose et que tu le gardes pour toi, c'est aucun problème, tu as la possibilité de le faire, mais forcément, bah, à un moment, ça peut te limiter dans le développement. Tu dis, bah voilà, si je le fais sur une startup, si je le fais sur une entreprise, bah, l'avantage c'est que je peux vendre des parts de ce produit dans lequel je suis déjà propriétaire. Ou sinon, bah, tu peux faire des levées de fonds tokenisées, les fameux STO ou ICO, où ces levées de fonds, bah, elles seront tokenisées dans le but d'acheter quelque chose ou de détenir quelque chose. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut que les gens puissent avoir le recul nécessaire pour se dire, ok, je peux tout tokeniser, ok, mais par contre, si je tokenise, il faut qu'il y ait un but derrière. Soit pour moi-même, personnel, parce que je le tokenise, parce que je sais qu'un jour, j'en aurai besoin d'une certaine manière, il faut que ça soit digitalisé, autant le faire maintenant, ça ne me coûte pas forcément plus cher et c'est très intéressant. Ça peut être de l'immobilier grâce pour l'économie des frais de notaire, d'avocat, etc. Mais aussi pour la facilité et la liquidité que ça apporte, parce qu'on peut revendre plus facilement les parts. Mais ça peut être tout simplement une startup qui se dit, bon bah voilà, ma startup vaut 1 million, je vais digitaliser les 1 million de ma société en parts. Donc toutes ces parts sont digitales. Et puis bah, au fur et à mesure où j'ai besoin d'argent, bah, je vends des bouts de parts. Je vends 1%, 2%, 3% de ma société jusqu'à 10, 15, 20, enfin ça dépend un petit peu comment les personnes font leur round d'investissement. Mais voilà, c'est vraiment une option où les gens doivent vraiment se dire, ok, bon, la tokenisation c'est une option, donc je vais digitaliser toutes mes parts et après il y a un avantage derrière. Et l'avantage il n'est pas seulement pour l'émetteur. L'émetteur c'est la personne qui va digitaliser sa société, mais c'est aussi avantageux pour les investisseurs. Parce que quand tu fais une levée de fonds, bah, tu vas tout simplement créer un compte séquestre où les gens vont déposer leur argent. Une fois que tu as récupéré la totalité de tes fonds, tu vas aller changer le registre de ta société en disant bah, voilà, mes investisseurs ou les copropriétaires sont ça maintenant dans ma société. Si tu le fais via la blockchain, bah en fait, au fur et à mesure où il y a des gens qui achètent, ils récupèrent directement leur part, ils n'ont pas besoin d'attendre super longtemps et pour toi, c'est beaucoup moins compliqué. Et l'avantage pour l'investisseur, et ça, c'est vraiment la clé de n'importe quel investissement, c'est l'exit stratégie. C'est-à-dire comment je vais pouvoir sortir de cet investissement.
On prend la partie crowdfunding, standard, financement participatif. Bah, j'investis dans un projet, je dois attendre 3, 4, 5, 7 ans avant de sortir de ce projet, je ne peux pas. Parce qu'en fait, mon portefeuille, il n'est pas ouvert, je ne peux pas sortir. Parce que du coup, je dois casser tout mon registre, le retravailler pour tout le monde, c'est très compliqué. Et donc, le faire à chaque fois, c'est à chaque fois frais de notaire, frais d'avocat additionnés par chaque vente. Le fait d'avoir digitalisé le registre des mouvements titres de la société grâce à la tokenisation et la blockchain, bah en fait, les gens rentrent quand ils veulent, mais ils sortent quand ils veulent. Donc, soit ils cherchent quelqu'un. Les différentes blockchains sur lesquelles on peut imaginer faire de la tokenisation. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que tu sais s'il y en a peut-être même qui se créent, peut-être des blockchains qui se créent spécialement pour avoir ça? Tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Ouais, 100%. Alors les blockchains, on va dire la blockchain la plus populaire qui a commencé, qui a donné la possibilité de faire de la tokenisation, c'est Ethereum. C'est une des plus connues après Bitcoin. Donc c'est vraiment la solution. Puis après, de Ethereum, il y a plusieurs petites blockchains qui se sont greffées, qui n'ont rien à voir. Ce sont des protocoles qui sont différents, mais par contre qui se sont greffés, à Ethereum. La plus connue et celle que nous on a utilisée dans le cadre du Palace, c'est Tezos. Tezos qui est une vraiment très très populaire, qui sponsorise énormément d'événements sportifs, qui donne la possibilité justement de faire de la tokenisation à bas prix. Encore moins cher, beaucoup plus rapide, il y a Polkadot. Polkadot que nous on utilise maintenant dans nos nouveaux projets, parce qu'on a un partenaire qui est encore beaucoup plus performant que le premier et qui nous permet d'avoir justement cette possibilité de digitaliser beaucoup plus vite et de le faire avec justement Polkadot. C'est beaucoup moins cher au niveau des frais de transaction, ça va plus vite. Et puis après, bon voilà, il y en a d'autres, hein. Ça dépend si c'est pour du NFT, ça dépend si c'est pour de pure security token ou autre chose. Il y a Internet Computer qui est vraiment aussi vraiment pas mal, sur lequel il y a beaucoup de gens qui font de la tokenisation grâce à du NFT notamment. Donc voilà, moi je dirais que les deux meilleurs vraiment au jour d'aujourd'hui, la numéro 1 c'est Polkadot et juste après je dirais que c'est Tezos. En tout cas de mes expériences et des recherches que j'ai pu faire à travers le temps, mais comme tu le dis, tous les jours ça se développe et voilà, on va bientôt attaquer une grosse phase où la partie tokenisation va reprendre de la valeur, ça va bientôt être le bull run sur les cryptos, donc tout le monde va commencer à parler blockchain et à ce moment-là forcément les gens qui commencent à s'intéresser à la technologie, des jeunes développeurs, mais peut-être des anciens développeurs, arrivent avec des idées en disant « Ah, mais elles sont incroyables ces blockchains, mais moi je vais faire une blockchain qui sera peut-être encore meilleure. » Donc voilà, au jour d'aujourd'hui où on en parle, ce sont celles-là qui sont peut-être les plus attrayantes pour la tokenisation pure. Ok, intéressant. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ces fameux security tokens, mais du coup, on peut imaginer qu'il y a des blockchains qui se créent spécialement pour les security tokens, en tout cas qui sont plus optimisés d'une façon ou une autre, parce que il y a forcément des utilités quand il y a des utilités qui se créent, il y a forcément derrière des services qui se mettent en place et des technologies qui s'adaptent comme tu as dit tous les jours, et je trouvais ça justement hyper intéressant. En tout cas, il y a le bull run qui va arriver et ça va exploser, et c'est marrant parce que il y a même des personnes, je voyais ça dans des émissions et des événements qui disaient que les premiers bull runs ça a été beaucoup les cryptos, le dernier bull run ça a été la folie des NFT, et il y en a beaucoup qui disent que le prochain bull run ça sera pour la tokenisation d'actifs. Donc on a hâte, on a hâte tous les deux parce qu'évidemment on bosse sur des projets, sur cette technologie qui nous tient à cœur. Mais en tout cas, je vois que tous les jours il y a des nouvelles entreprises qui s'y mettent. Il y a aussi même des fonds d'investissement qui se mettent à vraiment à tokeniser aussi leurs fonds pour dire entre guillemets, vous pouvez rentrer dans notre fonds, ressortir comme vous voulez, etc. etc. Toi, ta vision, si on voulait aller plus loin, après on va revenir du coup sur le Palace, mais ta vision de la tokenisation un petit peu, comment est-ce que tu vois ça dans les 10-20 prochaines années par rapport à globalement, nationalement ou peu importe, qu'est-ce que tu penses que ça va apporter du coup dans le monde de l'investissement, etc. Est-ce que ta vision par rapport à ça? Après, on va retourner gentiment sur le pèlerin, sur le pèlerin Palace. Oui, je pense que il faut faire un rapprochement au développement de Internet. La tokenisation au jour d'aujourd'hui, si on devait le reprendre par rapport à Internet, on serait à peu près à quel niveau? Et moi, je le dis assez souvent, c'est qu'on est à peu près à l'équivalent d'Internet en 1995. Et je pense vraiment que c'est là où il y a la différence. Internet en 95, c'était vraiment pas du tout la même chose. C'était pas comme on l'utilise à l'heure actuelle. C'était vraiment
pure tech, très peu de personnes comprenaient Internet. Si moi je venais te voir en 95 et je te disais, bah écoute, viens, donne-moi ta maison, je vais te la mettre sur Internet et tu vas pouvoir l'acheter. Ouais. Bah, les gens, ils avaient peur. Ouais. C'était une arnaque, c'était tout ce que tu voulais, mais c'était pas possible. Mais par contre, on trouvait des investisseurs partout dans le monde et ça se vendait plus vite. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec la tokenisation. On trouve plus d'investisseurs, ça va plus vite, ça se vend plus vite, tout va plus vite. Mais les gens, pour eux, c'est encore un gros frein. Donc, moi, je pense que la technologie au niveau, on va dire, des professionnels, je laisse 5 ans, peut-être maximum 10 ans pour que vraiment les professionnels, les institutionnels l'utilisent. Tu as parlé des fonds juste avant. Bon, le plus gros fonds du monde, on le connaît tous, qui est même la plus grosse société du monde, c'est BlackRock. Il y a BlackRock, il y a quelques mois, disait le futur de la finance, c'est la tokenisation. Donc si eux, ils le disent alors que c'est leur métier et que c'est les number one au monde, c'est qu'il y a une raison. Donc je pense qu'eux, ils sont déjà dedans parce que c'est leur métier, ils ont du staff, ils ont tout ce qu'il faut avec. Il y a d'autres sociétés, notamment en France, la BNP Paribas qui commence à avoir son fonds sur la tokenisation. Il y en a d'autres qui commencent à le faire, qui sont vraiment des grosses sociétés institutionnelles. Puis après, il y a les sociétés qui sont moins institutionnelles, qui sont plutôt de la start-up, qui se lancent dans le domaine et qui proposent des produits assez incroyables. Et donc, cette équipe-là, vraiment la partie professionnelle pure, je pense que dans 5 ans, ça va aussi dépendre du prochain bull run, mais je pense que dans 5 ans, maximum 10 ans, vraiment... tous les gens qui travaillent dans la finance auront un recul sur la tokenisation d'actifs. Ça, c'est une certitude. Et puis après, le retail, le public, je pense que c'est plutôt 10 à 15 ans. Et vraiment, pour que peut-être 30 ou 40%, voire 50% du marché, enfin des personnes sur Terre, une personne sur deux, ait accès et une part tokenisée d'un actif, je pense qu'il faut attendre encore 20-25 ans, peut-être même 30. Ça va vraiment dépendre de comment ça se fait, comment les acteurs font de la publicité autour de ça. Nous, à notre échelle, on essaye de faire grandir un écosystème, une communauté. On a plein de projets, plein de sociétés liées à ça, que ce soit la chaîne, les médias sociaux, la formation. Enfin voilà, on essaye de tout faire pour éduquer le marché, faire grandir et faire comprendre les gens dans ce secteur d'activité. Mais c'est possible qu'il y en ait d'autres qui le fassent aussi bien que nous et qui soient peut-être plus gros, des Google, des sociétés comme ça, et qui permettent à tout le monde de comprendre un petit peu ce qui est en train de se faire. Ouais. Ouais, c'est vrai que et ça peut. Moi, je me demande si ça peut même pas aller encore plus vite pour le grand public parce que quand je vois que là, dans quelques mois, apparemment, il y a l'euro numérique qui va sortir. Ouais. Si c'est fait d'une façon où tout le monde doit avoir un wallet d'une façon ou d'une autre, un petit peu sur la blockchain, ça peut. Enfin. L'euro numérique, je pense que le wallet, du coup, il sera chez la banque pure. Ouais, mais est-ce qu'ils vont pas créer une blockchain du coup? Effectivement, les gens vont se jeter sur le NFT. Après, on en pense ce qu'on en pense, Oui. mais c'est une option le NFT. Puis après, surtout sur le security token. Ok. Moi, je pense que c'est vraiment ma vision et tu as raison. C'est possible que ça aille beaucoup plus vite s'il y a un euro numérique et que les banques centrales disent aujourd'hui, je sais pas, Christine Lagarde, demain, elle dit voilà, on doit à partir de demain faire un euro numérique. Tout le monde a l'obligation d'avoir un wallet dessus. C'est sûr que là, ça va accélérer vraiment, vraiment tout le monde et en gros, tout le monde n'aura plus le choix. Ouais. Donc, c'est un petit peu comme le jour où il a fallu changer de monnaie. On est passé de l'euro, du franc français à l'euro. J'allais dire du franc suisse, mais non, parce que le franc suisse, ils n'ont pas changé, ils ont bien raison. Mais voilà, c'est cette option-là. Je pense que si on leur aurait laissé la choix aux gens, on serait toujours en franc français. Mais le fait de leur imposer, au moment où ils n'avaient plus le choix. Et je pense que c'est vraiment, ça peut vraiment accélérer effectivement grâce à ça. Okay. On revient du coup sur ce projet du coup du Pèlerin Palace, parce qu'on est parti un petit peu à droite à gauche, mais qui est intéressant parce que ça, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, de comprendre un petit peu notre vision par rapport à ça. Du coup, ce pèlerin, l'objectif de levée de fonds, au final, il n'a pas été rempli pour diverses raisons. Peut-être que le marché n'était pas forcément prêt. Et ça, d'ailleurs, je suis curieux d'avoir un petit peu ton ressenti par rapport à ça. Quelle a été un petit peu la réaction des personnes quand tu parlais de ce projet, etc. Et quels sont les bénéfices qu'on tire du coup de ce projet? Et quel impact est-ce que tu penses que ça a eu sur la mentalité des personnes ou même, je dirais même, le marché? Est-ce que ça a eu un impact sur peut-être même l'immobilier en Suisse? Je pense qu'il y a eu, il y a vraiment
pareil, il y a eu pas mal de choses à voir autour de ça. Concernant l'impact, c'est sûr qu'il y en a eu, parce que c'est quelque chose qui était complètement privé, mais qui a été rendu public et sur lequel les gens se sont intéressés. Ce Pèlerin Palace est ultra connu dans cette région de la Suisse. Tout le monde savait qu'il avait à ce moment-là des difficultés, que le gouvernement est en train de le récupérer, de le sauver et qu'il y avait un repreneur. Les journalistes ont fait des articles par rapport à ça. Ils ont fait des articles sur le fait qu'il y avait la tokenisation qui était possible pour sauver ce bâtiment, ce patrimoine suisse. Et forcément, ça a ouvert les yeux à plusieurs personnes. Souvent, et c'est la même chose pour tout le monde, tu en entends parler une fois, tu nextes parce que tu ne comprends pas, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment que ça revienne dans tes oreilles, tu dis bon bah attendez, si tout le monde m'en parle ou si j'ai entendu venir ça à mes oreilles plusieurs fois, il y a peut-être une raison. Et effectivement, toi tu as raison quand tu dis bon bah est-ce qu'il y a eu un impact ou pas? Oui, je pense qu'il y a eu un impact parce que forcément le fait que les gens ont commencé peut-être à en entendre parler grâce à ce projet-là, parce que c'est un projet qui est public, et, qui était privé, mais qui s'est rendu public par les journalistes. Bah, du coup, je pense que ça a forcément ouvert les yeux à plusieurs personnes. Le gouvernement en tant que tel ne savait pas ce que c'était. Des partenaires autour ne savaient pas forcément ce que c'était. Et c'est ça peut-être aussi à la fois le problème. Tu parles effectivement qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Alors on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que le délai était très court. Lever 200 millions en même pas 3 mois, c'était vraiment très compliqué. C'était un sacré pari. On a pu lever des fonds, on a quand même pu faire des très jolies choses. On a pu travailler avec des investisseurs professionnels. On a aussi augmenté notre réseau. On a aussi compris un petit peu ce qu'était le marché. Effectivement, la difficulté, c'était d'expliquer au marché que ce qu'on en faisait, c'était génial. Parce que quand un investisseur venait me voir et me dit bon bah voilà Jean, votre produit est incroyable, je veux mettre des fonds, comment ça se passe? Et je lui dis bah ça se passe, faut faire un virement, puis après vous allez recevoir des parts digitales. Tout le monde a eu peur, vraiment tout le monde a eu peur, tout le monde te prend un peu pour un extraterrestre en disant mais c'est pas possible, faut pas le faire. Et au même titre que les avocats que j'ai eu par téléphone plein de fois avant d'avoir vraiment ce schéma clair dans ma tête qui je te l'avais présenté, hein. C'est un schéma où c'était assez précis, mais effectivement c'était quand même un gros schéma de savoir comment on faisait. Et même les avocats, une fois que j'avais réussi, qu'on pouvait lancer ça, ils se sont dit comment il a fait en fait. Parce qu'en fait du coup on a dû créer ou aller dans des chemins qui n'avaient pas été empruntés, aller développer des parties qui n'avaient encore jamais été faites, et forcément les avocats n'avaient encore pas le recul nécessaire. Et pas de schéma tangible et pas de règles, lois tangibles sur... Ah oui, mais là du coup ça n'a jamais été fait du coup... Dans le schéma 1 de la linéa 2, etc. C'est pas écrit, donc si c'est pas écrit on peut pas faire. Alors que oui en fait on pouvait faire, on a dû se creuser la tête pendant un bon moment. Et ça a été validé par l'État suisse, ça a été validé par tout le monde. Validé par tout le monde pour pouvoir aller dessus. Alors l'État suisse, bien sûr, on avait zéro risque, donc ils n'avaient aucune raison de dire non. Mais ils n'auraient pas accepté si c'était pas légal. Mais ils n'avaient pas accepté si c'était pas légal, bien sûr. C'est à eux aussi de réfléchir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et ils ont réussi à trouver. Ils ont été intelligents pour comprendre qu'il y avait des avantages. Et qu'il n'y avait pas que du risque, et donc du coup ils se sont dit on y va. Donc effectivement la première difficulté, c'était que quand on était au téléphone avec un investisseur ou quelqu'un qui voulait mettre des fonds, qui nous expliquait juste ok, j'ai entendu parler de votre produit, je veux mettre des fonds, comment ça se passe, et quel est mon avantage après. Donc on peut lui expliquer, mais lui il se dit ok, la blockchain, mais c'est des risques, c'est de la crypto, c'est de la volatilité. Non, vous achetez des parts d'un palace, c'est bon, il n'y a pas de volatilité, c'est de l'immobilier. Mais pour eux, c'était vraiment cette partie-là qui a freiné beaucoup. Et le temps que tu éduques le marché, que tu leur expliques ce qui se passe, le problème c'est que la levée elle est terminée. Et voilà. Et en plus, on a levé juillet, août, septembre. Forcément, on avait une deadline, on pouvait pas faire. On avait une deadline du gouvernement, on devait la respecter parce qu'après le gouvernement devait faire une enchère sur ce produit, donc fallait l'acheter avant les enchères, donc on n'avait pas d'autre option. On aurait bien voulu commencer la levée de fonds plus tôt, mais le temps que tout le monde comprenne notre système, le valide et tout, ça a pris du temps, il nous restait plus que 3 mois. On a essayé en 3 mois, on n'a pas réussi, par contre on a appris tellement de choses. On a eu le recul des investisseurs, on a eu le recul de l'État, de la réglementation, on a eu le recul même tout simplement du marché. Mais c'est vraiment incroyable en fait. Et en 3 mois, en 3 mois, on a appris
on a appris l'équivalent peut-être de 5 ans sur des gens qui font la même chose. Et notre expérience sur des produits aussi gros nous a aussi permis après de rebondir sur d'autres actifs aussi gros et toujours dans le même secteur d'activité. Donc c'était très très intéressant et aucun regret sur cette levée, bien au contraire. De toute façon, il n'y a que ceux qui osent, entre guillemets, aller de l'avant et essayer des nouvelles choses. On parlait il y a cette phrase moi, que j'aime bien qui dit... c'est quoi, c'est Edison qui a inventé la lumière. Il disait voilà, qui a inventé l'ampoule. Il dit j'ai pas inventé l'ampoule, je me suis trompé 999 fois, puis la millième fois ça a marché, mais si je m'étais arrêté à la première, deuxième, dixième, centième, 200e fois, j'y serais pas arrivé. Donc moi en tout cas je suis un fervent défenseur des personnes qui se disent j'y vais, je donne tout, et qui osent, parce que c'est grâce à ces personnes-là qui sont souvent des entrepreneurs du coup qui sont en dehors un peu de la société, mais pour ça c'est un autre débat, et qui font avancer les choses tout simplement. Et depuis voilà, tu sais que tu as monté une belle équipe de personnes qui travaillent avec toi, tu fais du consulting aussi, tu es en train de créer des formations, donc il y a plein de choses, ça bouge beaucoup aussi de ton côté par rapport à ça, depuis du coup ce projet-là, quoi. Ouais, tout est lié à ce premier challenge. Le challenge qui est la base de n'importe quelle personne. Tu es sportif, tu es un grand sportif, tu sais que le challenge c'est la clé pour se lever tous les matins et pouvoir bouger les choses. Et ce challenge-là nous a permis de comprendre ce qu'on peut faire, pas faire, comment, à quelle échelle. Souvent les gens disent il fallait pas démarrer aussi gros. Dans tous les cas, je pense qu'il fallait démarrer aussi gros. Si on aurait démarré plus petit, on aurait moins appris. On l'aurait réussi, oui, mais c'était notre produit, on ne pouvait pas en faire un autre. Là, il y avait vraiment une opportunité. Là, il y avait une partie de mon cœur qui était aussi dans ce bâtiment via l'historique que j'avais avec celui-là. J'ai habité aussi dans ce palace pendant des années. Donc forcément, il y avait cette partie sentimentale et c'était ce produit-là et pas un autre. Mais par contre, une fois qu'on a fait ce produit-là, et même en même temps qu'on a démarré ce produit-là, on s'est dit, en fait, il y a tellement d'opportunités à faire une fois qu'on a fait ce produit-là, que même pendant qu'on avait développé ce produit-là, on était déjà en contact avec un de mes clients qui, à ce moment-là, me dit, Jean, moi j'ai besoin de lever les fonds pour un satellite. Donc voilà, un satellite qu'il faut envoyer au Japon. Pour pouvoir il me manque un petit peu de financement pour pouvoir le faire décoller. On s'est fait proposer des clubs de foot. Voilà, et là on a commencé à se dire ok, il y a une réelle demande. Oui, parce que les gens du coup de faire un produit si haut, les gens se disent ils ont peur de rien entre guillemets. Ouais, et puis c'est possible et ils n'ont pas de barrière, ils se disent ok, ils sont pas fous parce qu'ils attaquent quelque chose qui est carré, cadré, ok, gros mais cadré. Et puis après forcément ça a découlé sur plein de projets qui sont équivalents dans la même gamme. Tu l'as dit toi-même, peut-être si on aurait fait que des produits à 500 000 euros, 1 million, 2 millions, demain on se ferait proposer que ce genre de produit-là. Et par contre on ne se ferait pas proposer des gros produits. Au jour d'aujourd'hui, on se fait proposer tous les jours des produits où on a des produits qui commencent à 500 000 euros, qui est notre plus petit produit, jusqu'à 28 milliards des raffineries de pétrole. Oui. Donc en fait, c'est vraiment, vraiment super large au niveau des options. Et donc du coup, il y a vraiment la possibilité, et c'est là qu'on voit qu'il y a la possibilité de tout faire. On a effectivement, il y a des petits produits, par exemple des montres, tu en as parlé justement, il y a de l'art au milieu, il y a des startups, il y a des entreprises, il y a vraiment plein de choses, et puis ça va jusqu'à des grosses sociétés qui ont évolué et qui pèsent maintenant des milliards et qui ne peuvent pas, elles, être introduites en bourse. Ouais. Et donc leur seul avantage pour avoir un équivalent, c'est la tokenisation. Donc vraiment, c'est vraiment la force. Et donc du coup, c'est pas un échec d'avoir démarré trop gros, c'est juste la meilleure expérience. Ouais. On l'aurait réussi, on aurait été content. On l'a pas réussi, c'est même mieux parce qu'on a appris encore plus de choses. Et maintenant, on sait que 1, il faut éduquer le marché. 2, il faut expliquer. 3, il faut avoir un discours qui est différent. 4, il faut oser démarrer ce genre de produit dans ce secteur d'activité-là. Et puis en même temps, on a aussi, comme tu l'as dit juste avant, le retour du marché, du pro, mais aussi des particuliers. Nombre de particuliers qui nous ont appelés, qui nous ont dit moi, ce produit m'intéresse, je suis un voisin, je suis un client du passé, avant la rénovation, moi je veux mettre de l'argent dedans. Ouais. Et ce n'était pas forcément que des gens qui étaient en Suisse, pas forcément que des gens qui étaient en France, mais c'était des gens d'un peu partout dans le monde qui ont dit moi je veux mettre de l'argent dans ce produit.
Donc voilà, on a travaillé beaucoup avec des investisseurs professionnels. Il y a des particuliers qui ont pu mettre des fonds. Mais notre objectif pour les réglementations AMF, et on le précise bien, on a fait ça dans le cadre des réglementations AMF avec un SPV privé, avec une limite d'investisseurs, mais des grosses sommes, etc. Et bah, du coup, voilà, ça nous a permis aussi de comprendre ce que l'on voulait faire. Et aussi de le faire aussi gros, ça nous a montré quelles étaient les limites et les possibilités aussi, par exemple réglementaires. Je l'aurais fait plus petit, bah, je ne serais pas passé par le même système de SPV, j'aurais vu d'autres choses et voilà, vraiment c'était une expérience incroyable, c'était assez intense pendant les 3 mois de la levée. Et puis après, bah, on a découlé sur plein de produits, voilà, des startups, des choses comme ça. On ouvre la porte aussi à beaucoup de choses derrière. Et c'est vrai que ça me fait penser aussi à ce rythme où on dit que dans un bull run, quand on est dans un projet, une semaine, ça équivaut à un mois. Bah là, voilà, je pense que c'est un peu la même chose. Là, c'était 12 semaines. C'est comme si tu avais vécu un an de vie, mais en 3 mois, très concentré. On dort pas beaucoup. Il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de personnes. On est sollicité, on parle, on n'arrête pas. Il y a beaucoup d'engouement. Ok, super. Il y a une belle énergie. Et souvent, quand tu que tu attaques un marché comme ça assez nouveau, nous, c'était un petit peu notre cas. Les personnes qui pouvaient contacter, qui pouvaient avoir un intérêt. Avant d'avoir un intérêt, il y avait déjà de la curiosité. C'était un peu surtout, ok, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, pourquoi, comment ça marche, comment ça fonctionne, où je vais. Gros travail d'éducation. Mais le problème, c'est que entre le moment où la personne a un intérêt et la personne peut éventuellement investir, là, cette phase d'éducation, si elle prend 2 mois, c'est trop tard, ta levée, elle est terminée. Donc, c'est pas pour ça qu'on aurait peut-être réussi sur une levée plus longue. Je pense qu'on aurait réussi sur une levée 3 mois plus longue, on aurait réussi, c'était quasiment une certitude. Mais voilà, en fait, on a vraiment forcé très très dur dans cette période-là pour apprendre, pour comprendre, pour développer. Et puis on s'est en même temps fait du réseau et fait connaître grâce à ce produit-là. Donc, on en est super heureux, quoi. Trop bien. Bon, bah, génial. Le mot de la fin, est-ce que tu vas rajouter quelque chose par rapport à quoi que ce soit? Ça peut être par rapport à ce que tu fais, par rapport à cette expérience-là ou quelque chose. Je te laisse carte blanche si tu as envie de rajouter quelque chose. Alors effectivement, il y a des petites choses à rajouter. Déjà, dans un premier temps, pour les personnes qui nous écoutent, prenez vraiment le temps de comprendre, de vous éduquer. Bien sûr, de suivre la chaîne ou suivre les médias qui sont liés à la chaîne et qui sont liés à nous-mêmes. Il y a beaucoup de contenus intéressants, pédagogiques, qui vont permettre à tout le monde d'avoir les bons outils, la bonne compréhension pour pouvoir attaquer ce nouveau marché. Faut pas y aller parce qu'on vous en avait entendu parler. Il faut pas y aller parce qu'il y a une star sur les réseaux sociaux qui vous dit waouh, j'ai digitalisé quelque chose. On a eu l'exemple il n'y a pas longtemps de Kev Adams qui a fait un film, qui a participé à une tokenisation via du NFT sur un film. Ça s'est pas forcément super bien passé. Il y a des gens qui ont perdu des fonds. Donc voilà, c'est important de comprendre. C'était du NFT, donc forcément c'était pas du security token. Il y avait plus de risques. Les gens se seraient éduqués, auraient écouté la chaîne. Exactement. Les gens auraient compris que c'est du security token, qu'ils étaient vraiment propriétaire de quelque chose, c'est exactement complètement différent. Et donc la base avant de se lancer, c'est de prendre le temps de comprendre, d'analyser, de réfléchir. Pas besoin de réfléchir 15 ans, mais il faut quand même réfléchir. Il y a des formations qui existent dans le secteur, des formations qui peuvent être vendues très intéressantes, qui vous permettent de monter en compétences, que vous soyez un futur potentiel investisseur, peu importe la somme, mais prenez le temps de vous éduquer. Si vous êtes une entreprise jeune, pas jeune, et que vous voulez attaquer le secteur de la tokenisation pour tous les avantages qu'on connaît, prenez aussi le temps de comprendre. Il y a aussi des formations pour vous qui sont faites pour que vous puissiez comprendre un petit peu quel est le marché, quels sont vos avantages, vos inconvénients et vos risques, quelle est la partie réglementaire, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Appuyez-vous de gens qui connaissent. C'est pareil, ce n'est pas un conseil en investissement, mais appuyez-vous de gens qui connaissent, qui peuvent vous accompagner sur ce secteur. Donc ça, c'est vraiment peut-être un point primordial pour tout le monde. Et si je peux rebondir par rapport à ça, je trouve que les formations, c'est très bien, mais ces technologies, en tout cas, et comme beaucoup de choses, mais c'est aussi en faisant, entre guillemets, qu'on apprend beaucoup. Et la meilleure façon d'apprendre comment fonctionnent les crypto-monnaies, c'est d'ouvrir un wallet, d'acheter des crypto-monnaies, d'essayer de les envoyer à quelqu'un. Ah mince, je me suis trompé, j'ai pas mis le bon réseau. Bon voilà, j'ai perdu 5 euros qui se sont volatilisés. Ah tiens, c'est bon, là j'ai réussi à t'envoyer. Ah, j'ai bien reçu. Comment ça se passe? En fait, c'est juste en faisant les choses. Et si en tout cas vous avez cette conviction que ça va faire partie de votre quotidien, en tout cas nous on l'a
dur comme fer, c'est tout simplement de prendre le temps de se dire ok, où est-ce que je peux investir dans un projet, comment je peux faire. Si vous en êtes au tout début de votre chemin dans le Web3, tout simplement vous ouvrirez un wallet sur un MetaMask, sur un Binance ou peu importe, et justement juste essayer de faire les choses, et on apprend 10 fois plus vite en essayant. Les formations, moi je trouve que c'est très bien en tout cas de suivre des projets et pas non plus de s'embarquer n'importe où, mais c'est vrai que l'avantage c'est qu'avec la tokenisation, on peut investir dans un projet à partir de 50, 100 euros. Donc voilà, mettre 50 ou 100 euros et voir un peu comment ça se passe, le process, etc. Vous allez tout de suite comprendre comment se passe tout ça en fait. Et surtout pas, quand on se lance sur une nouveauté, effectivement, il faut prendre des risques, mais jamais investir plus que ce qu'on est prêt à perdre. 100%. Ça, bien sûr, je sais que tu es 100% d'accord 100%. Avec moi, mais on le précise du coup. Ouais, bien sûr. Quand on vous explique investissez 5, 10 euros, 15 euros dans un projet, ça va dépendre de votre portefeuille. Si 15 euros pour vous c'est une grosse somme, peut-être faites quelque chose de différent ou peut-être investissez ailleurs, parce qu'à un moment, c'est sûr qu'il faut attendre d'avoir un petit peu d'argent pour pouvoir investir. Investir demain 10 euros, alors c'est très bien pour tout le monde, mais c'est bien sûr une limite. Mais voilà, l'essentiel c'est d'investir, mais pas plus que ce qu'on est prêt à perdre. Pas à se dire que si demain j'ai perdu cet argent, je ne peux pas boire, pas manger. Le problème c'est que les gens ont tendance à faire la bascule en se disant qu'est-ce que je vais gagner si je mets tant ? Donc ok, je peux gagner ça, donc je vais risquer ça. Non, c'est pas comme ça qu'on calcule dans le monde de l'investissement. C'est ok, qu'est-ce que je suis prêt à perdre, peu importe ce que je vais gagner. Déjà, qu'est-ce que je peux investir par rapport à voilà, si je devais perdre de l'argent, combien je suis prêt à perdre. J'ai investi du coup cette somme-là, ce qui fait que si elle prend de la valeur, c'est cool. Si elle descend un peu, je ne suis pas stressé, je ne fais pas des mauvais choix. Voilà, ça on le sait, on a aussi tradé beaucoup tous les deux, donc on sait ce que c'est que le trading. Et le fait d'investir dans les marchés boursiers, les choses comme ça, des fois on peut être stressé parce que il y a des fluctuations, mais on est stressé seulement parce qu'on a pris des risques inconsidérés. Si vous prenez des risques qui sont maîtrisés et calculés, que vous avez votre propre stratégie d'investissement, que vous avez calculé vos risques et tout, vous pouvez tranquillement monter en compétences et risquer de plus en plus des sommes. Donc effectivement, au début, commencez par des petites sommes. Dites-vous pas, j'investis que 100 euros, c'est pas assez, je préfère aller me faire un resto. Allez-y, faites un resto, il n'y a aucun problème. Mais si vous pouvez investir 100 euros, c'est quand même mieux. Ouais. Oui, c'est clair. Et ça, c'est vraiment ce que les gens doivent comprendre, c'est de ne pas risquer plus que ce qu'ils sont prêts à perdre. Et après, peut-être une deuxième chose, au-delà du risque, c'est prenez le temps de monter en compétences et de vous dire que, et plutôt, c'est pas forcément vous le dire, l'objectif, c'est pas de vous dire, ça c'est incroyable, mais en fait, que vous preniez le temps de comprendre que c'est incroyable. Pas vous dire c'est incroyable parce qu'on vous le dit, mais prenez le temps de comprendre et de vous dire waouh, cette technologie est juste incroyable, elle révolutionne tout, pas parce qu'on vous le dit, pas parce que d'autres acteurs le disent comme BlackRock ou d'autres sociétés, mais vraiment avancer dessus. La technologie de la tokenisation, c'est vraiment quelque chose qui est incroyable. Après, il y a la blockchain derrière, et la blockchain, c'est pas les cryptos. Il y a déjà beaucoup de sociétés, le corps médical. Il y a cet amalgame, c'est vrai qu'il y a cet amalgame qui est que, quand on entend blockchain, les gens ils pensent à crypto, ils pensent au Bitcoin, qui il y a quelques temps était à 70 000 $, qui maintenant est à peine à 30 000 et qui était encore même plus bas avant. Et en fait, la blockchain, c'est une autoroute sur laquelle il y a plein de choses qui peuvent circuler. C'est une technologie qui est incroyable. Et dessus, on peut mettre plein de choses différentes. Oui, on peut mettre les crypto-monnaies. Mais c'est pas parce qu'on met par exemple un security token qui va se comporter de la même façon et qui va avoir des fluctuations, encore moins parce que là c'est rattaché à quelque chose de physique. Mais voilà, c'est vraiment une technologie en tout cas qui est incroyable. Et après sur cette technologie on peut mettre plein de choses qui vont être différentes. Et il y a des gens qui vont avoir un petit peu plus, on va dire, d'appétence pour les cryptos, d'autres pour les NFT, d'autres pour les security tokens. Et c'est ça qui est génial justement avec ces technologies, c'est qu'au final elle n'est pas faite pour une seule chose. Elle peut être utilisée de plein d'autres façons et on peut, comme sur une autoroute, on peut y aller en camion, on peut y aller en moto, on peut y aller en voiture, avec plusieurs styles de voitures, etc. Et là, c'est la même chose. Comme sur Internet. Internet, vous ne pouvez pas faire une chose, vous pouvez tout faire sur Internet. Et la blockchain, c'est ça. C'est ouvert, libre à vous d'utiliser. Déjà, il y en a plusieurs. Ça, c'est vraiment très important, comme il y a plusieurs sites Internet sur Internet, et puis après c'est à vous de choisir quel est celui qui vous intéresse le plus, celui avec lequel, des moteurs de recherche sur Internet, il y en a plein, c'est à vous de définir si vous préférez travailler avec un moteur de recherche ou un autre. Et la blockchain c'est la même chose, est-ce que vous préférez travailler avec cette blockchain là ou cette blockchain là, si oui pourquoi, quels sont les avantages et les inconvénients de chaque blockchain.
Et effectivement, ouais, on peut partager des données, on peut partager des informations du tiers de propriété, on peut se partager de l'argent, on peut se partager énormément de choses grâce à la blockchain. Et peut-être on ne l'a pas encore assez précisé, mais la blockchain est la propriété de personne. Ouais. Ça, on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que pour nous, c'est logique. Mais c'est la propriété de personne, c'est complètement décentralisé. C'est des blocs, des utilisateurs qui sécurisent le réseau. Vous attaquez la blockchain, vous devenez un bloc, vous devenez un nœud, vous devenez une sécurité. Ce qui fait que si demain il y a quelqu'un qui veut pirater cette blockchain, ce qui n'est pas du tout le cas sur Internet, parce que c'est beaucoup plus risqué sur Internet, mais si demain il y a quelqu'un qui veut pirater la blockchain, il doit pirater au minimum 51% de tous les ordinateurs qui utilisent cette même blockchain. En même temps, à la même seconde, au même moment, c'est juste impossible. Donc du coup, il n'y a rien de plus sécurisé actuellement que la blockchain. Et ça, les gens vraiment s'en rendent pas compte. Parce que pour beaucoup de gens, c'est du risque, mais ce n'est pas que du risque, c'est vraiment une grosse révolution en termes de sécurité, de décentralisation et de possibilité de travailler dessus via Sentier de confiance, qui peut être une banque ou autre chose, quoi. Ouais, on est dans la phase, il y a toujours 3 phases quand une révolution, il y a au début, c'est quoi? C'est incompréhension, ouais, c'est déni, après c'est danger, après c'est évidence. Exactement. Et c'est vrai que les gens, là, beaucoup de gens sont dans le danger, mais dans quelques temps, je pense que c'est une évidence. Et moi, j'ai une anecdote avec mon père. Je me souviens à l'époque, je lui disais, il faut qu'on ait Internet à la maison, c'est génial. Il me disait, mais qu'est-ce que tu veux faire, Internet? Ça sert à rien. Mais si, tu vas voir, on peut faire plein de choses, etc. À l'époque, on voulait être sur Messenger. Et lui qui aujourd'hui maintenant est tous les jours sur Internet, et maintenant que je lui parle du Web3, je dis mais tu dois t'intéresser. Il me dit mais non, mais c'est pour les criminels qui sont dessus. Je dis mais tu vas voir, et je sais que dans quelques années ça va être l'inverse. C'est marrant, c'est les cycles, ouais, c'est marrant parce que c'est les cycles qui se répètent un petit peu, et t'as ceux qui veulent embrasser un petit peu ces nouvelles technologies, et t'en as qui sont plutôt réfractaires, mais qui au final vont s'y mettre aussi, en tout cas on en est sûr. On en est sûr parce que la blockchain, c'est la plus grosse révolution après Internet technologique. Il y a eu Internet et il n'y a pas eu d'aussi grosse révolution technologique que la blockchain. Exact. Et vraiment, on en est sûr que dès qu'il y a un projet sur la blockchain, si le projet il est maîtrisé, censé, notamment la tokenisation d'actifs, on est sûr que c'est le futur. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Super. Bah, écoute, merci beaucoup. En tout cas, on en refera évidemment des épisodes comme ça. Celui-là, il était dédié, on va dire, à cette aventure du record du monde de tokenisation, donc 200 millions d'euros, qui a été réalisé. Donc, on va continuer de mettre plein de choses. On a une newsletter aussi à différents niveaux de connaissances par rapport au Web3, la tokenisation, la finance décentralisée. On a une chaîne YouTube aussi, donc Token Talkers. Voilà, c'est Token Talkers, vous pouvez nous trouver partout, sur Twitter aussi, également Instagram, TikTok, on essaie d'être un peu partout. On sait qu'il y a différents canaux, différentes populations, on va dire, qui vont nous écouter ou nous regarder. Et en tout cas, on espère qu'on vous a donné un maximum de valeur dans cet épisode, et c'est le premier d'une longue série. Ouais. Oui, effectivement. Et puis s'il y a des personnes qui veulent participer à ce genre d'événements, de podcasts, d'interviews, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire de cette chaîne. Si même vous, ça vous intéresse de digitaliser un palace, contactez-nous, on peut peut-être aussi vous accompagner, vous aider. Si vous voulez participer à la chaîne, pareil, contactez-nous. Si vous avez des idées, si vous avez des questions encore par rapport à ce produit, on regarde tous les commentaires, on prend le temps de tous vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas. Il y a aussi, bien sûr, vous pouvez aussi nous contacter par mail sur l'adresse mail team@tokentalkers.com. Donc n'hésitez pas, il y a vraiment différents canaux pour nous contacter. On est vraiment ouvert à tout. On essaye vraiment là de mettre en place cet aspect communautaire qui nous tient à cœur. Et peut-être, et elle est déjà grosse, et justement on essaie de l'organiser de plus en plus, en tout cas, pour qu'on puisse échanger avec vous au maximum, parce que c'est dans l'identité du Web3 et dans la nôtre aussi, où c'est la communauté qui est au cœur du produit, qui est au cœur du service, qui est au cœur du projet, tout simplement. Donc on a à cœur de pouvoir échanger avec vous, d'avoir vos feedbacks. Donc n'hésitez pas, commentez, envoyez-nous vos feedbacks si vous voulez participer, même pourquoi pas, même si vous n'êtes pas forcément acteur à 100%, ça peut être sympa. Donc voilà. Likez, partagez, mettez-nous autant d'étoiles que vous avez trouvé intéressant sur votre plateforme de podcast, ou un like, peu importe de où vous nous regardez, où vous nous écoutez. Et on vous dit à très bientôt en tout cas. Merci.